Hello les amis, bienvenue sur ma chaîne où je raconte des histoires de meurtres et mystères. Pour les nouveaux, bienvenue, je m'appelle Osnel et je suis là tous les mercredis et les samedis pour vous raconter les histoires les plus sordides, les histoires les plus what the fuck qui existent dans ce monde. Alors avant de commencer, si tu passes par là et que mon contenu te plaît, n'hésite pas à t'abonner, à activer la cloche de notification et surtout à venir me suivre sur Instagram. Et pour les anciens, well, you already know, y'all my babies. Thank you, thank you, thank you. Merci de faire partie de l'aventure meurtre et mystère. Alors juste avant de commencer, je tiens à vous rappeler que ce contenu s'adresse à un public averti. Ce contenu est déconseillé au moins de 12 ans. Alors pour l'histoire d'aujourd'hui, je vous emmène avec moi à Baltimore, précisément dans le Maryland, où nous allons retrouver Joe Metheny et son food truck de burgers à base de chair humaine. Oui, vous avez bien entendu, chair humaine. Si vous pensiez pouvoir regarder ce podcast, cette vidéo éventuellement, pendant que vous êtes en train de manger, well, je vous le déconseille. Alors, qui est Joe Metheny? Joe Metheny, né Joseph Roy Metheny, a vu le jour le 2 mars 1955 à Baltimore dans le Maryland et est décédé le 5 août 2017, toujours à Baltimore et toujours dans le Maryland. Alors, de l'enfance de Joe, on n'en sait que ce qu'il a voulu raconter en fait au monde entier, c'est-à-dire que il était un enfant d'une famille, d'une fratrie de 6 et toujours selon lui, ils étaient négligés, c'était des enfants négligés entre un père alcoolique qui finira par décéder d'un accident lorsque Joe n'avait que 6 ans et une maman qui travaillait à mort pour que la famille s'en sorte. Well, l'équilibre familial que Joe a connu en tant qu'enfant n'était pas celui recommandé en quelque sorte ou la moyenne que tous les enfants connaissent dans leur enfance en quelque sorte. De plus, Joe raconte que ils étaient tellement négligés au point où que sa mère et son père, à un moment donné, le père va quitter le schéma parce qu'il va mourir, mais en tout cas, que sa mère les plaçait, en fait, auprès de gens qu'elle connaissait parce que elle ne pouvait tout simplement pas s'en occuper tellement elle travaillait. Mais en tout cas, sachez que tout ce que Joe a raconté de son enfance, sa mère l'a démenti. Elle a reconnu que bien sûr, il venait d'une famille pauvre, bien sûr qu'elle devait travailler beaucoup plus que la moyenne pour que ses enfants puissent avoir le minimum, mais en tout cas, tout ce que Joe a raconté était faux. Et personnellement, je sais pas, je pencherais plus du côté de la mère parce que aucun des frères de Joe, des frères ou sœurs de Joe n'a pris l'initiative en fait de confirmer la version de Joe. Donc bon, est-ce que Joe dit la vérité et que ceux-ci protègent leur mère, ou est-ce que c'est plutôt Joe qui raconte des mensonges et que ceux-ci ne veulent juste pas être mêlés à ces mensonges-là et décident de garder le silence tout en protégeant, en passant leur maman. Donc bref, c'est tout ce qu'on sait sur l'enfance de Joe jusqu'à ce qu'on ne retrouve sa trace en 1973 à ses 18-19 ans lorsque Joe s'engage dans l'armée et il sert en Allemagne, même si celui-ci va prétendre avoir servi au Vietnam. Donc voilà, on se retrouve encore une fois avec une nouvelle incertitude sur la vie de Joe. Est-ce qu'il a servi en Allemagne ou est-ce qu'il a servi au Vietnam? Même si l'armée dit que les États-Unis n'étaient plus impliqués au Vietnam à cette époque-là, donc pourquoi Joe se retrouverait à servir au Vietnam si l'armée américaine n'est plus impliquée au Vietnam? Donc encore une incertitude, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, voilà, je vous le dis juste comme ça pour que vous le sachiez, point final. Mais en tout cas, ce qu'on sait de cette époque de la vie de Joe, c'est que c'est à cette époque-là que Joe, il s'est embarqué dans la drogue. Et sa mère racontera que c'est l'une des pires choses qui lui est arrivée. Donc, Joe revient de l'armée. Qu'est-ce qu'il fait? Il commence à enchaîner de petits boulots jusqu'à ce qu'il devienne chauffeur poids lourd. Et ça va devenir son boulot favori en quelque sorte. Même si à côté, il avait un food truck dans lequel, quand il n'était pas sur les routes en train de conduire, il servait des burgers tout simplement parce qu'il aimait ça, il aimait manger. Et puis, vous verrez aux photos de Joe que je vais vous mettre, Joe était bien. Donc voilà, c'était en tout cas, il avait l'air, malgré le fait qu'il se soit plongé totalement dans la drogue, il avait l'air en fait de garder le contrôle de sa vie et de faire en même temps des trucs qu'il aimait. Et donc c'est au cours de cette époque de sa vie là où il était drogué, où il était chauffeur poids lourd
et en même temps, il s'occupait de son food truck, qu'il a rencontré une jeune femme droguée aussi comme lui, et ensemble, ils eurent un enfant. Mais du coup, je tiens à vous notifier que c'est cette rencontre-là qui donnera lieu au début de la carrière de criminel de Joe Metheny. Pourquoi je dis ça? Laissez-moi vous l'expliquer. Le truc, c'est qu'un jour, Joe, il rentre d'un de ses longs voyages, c'est-à-dire, voilà, il a passé des jours, limite des semaines sur la route en tant que chauffeur poids lourd, et il rentre chez lui, c'était un beau jour en 1994, il rentre chez lui, s'attend à retrouver sa copine et son fils, et là, il ne trouve personne. Là, il ne trouve personne, il se dit, bon, ils sont peut-être sortis, mais là, personne ne rentre. Personne ne rentre. Les heures passent, les heures passent, les heures passent. Et là, Joe, il devient fou de rage et il se met à les chercher. Il va les chercher pendant des jours entiers. Il va les chercher pendant limite des semaines entières. Pour vous dire à quel point il était inquiet. Mais il n'était pas si inquiet que ça pour sa copine parce qu'il savait que de toute manière, c'était une droguée. Hein, et que si elle était partie, c'est que elle était forcément partie trouver quelqu'un qui allait lui donner sa dose. Il s'inquiétait le plus pour son fils. C'est son fils qui était sa priorité. Mais personne ne sait à quel moment on va passer de priorité à crime, à naissance de goût au crime. Tout ça, ça s'est passé, ça a disjoncté dans la tête de Joe du jour au lendemain. Enfin, c'était, voilà, c'était tac et hop. Donc, revenons à Joe. Joe n'ayant pas trouvé sa copine ni son fils, c'est son fils qui était sa priorité. Ne les ayant pas trouvés, il s'est tout simplement rendu sous un pont où il sait que sa copine avait l'habitude de se procurer de la drogue. Et là, il ne la voit pas. Il ne trouve pas son dealer non plus. Mais il tombe sur deux SDF, dont l'un était nommé Randall Brewer et l'autre Randy Picker. Et là, il leur pose la question. Il leur demande s'ils n'ont pas vu sa copine, voilà, à n'importe quel moment de la semaine ou je sais pas. Il leur a posé la question en tout cas. Mais n'étant pas satisfait par le fait qu'il lui ait répondu non, qu'il ne l'avait pas vu, il s'est procuré une hache qu'il avait en fait sur lui et les a abattus. Il les a abattus vraiment violemment avant de se rendre compte que de l'autre côté du pont, il y avait un monsieur qui était en train de pêcher en fait dans la rivière et n'étant pas sûr que le monsieur l'avait vu commettre les crimes ou pas, il a traversé et il est allé abattre ce monsieur aussi, qui bizarrement, je pense, n'avait même pas constaté que Joe était en train de tuer deux personnes de l'autre côté du pont. Et après avoir commis les crimes, ce qu'il a fait, c'est qu'il s'est tout simplement débarrassé des cadavres dans la rivière avant de s'en aller. Donc après ces meurtres, vous allez vous dire, bon, il va se calmer. Non, Joe ne s'est pas calmé. Il a fait la rencontre d'une prostituée du nom de Cathy Ann Magaziner. Et à elle aussi, il va lui demander si elle n'a pas vu sa copine ou son fils ou quelque chose. Et toujours, n'étant pas satisfait par le fait qu'elle lui a répondu non, il l'a abattue violemment, elle aussi, avant de la démembrer, de retirer toute la chair en fait de ses os, enfin toute la chair qui était possible à mélanger avec la viande de porc et la viande de bœuf qu'il vendait dans son food truck, il a fait effectuer les mélanges et le reste du cadavre, il l'a enterré sur un terrain vague qui appartenait à la société pour laquelle il travaillait, la société de poids lourd. Et oui, si vous vous posez la question, est-ce qu'il a vendu vraiment la chair de Cathy Ann Magaziner mélangée à de la viande de porc et à de la viande de bœuf? Est-ce qu'il l'a vendu à ses clients dans des burgers? La réponse est oui. Et là, je ne suis pas devant vous, mais je sens venir le dégoût sur vos visages. C'est pour cela que je vous l'ai dit dès le début, ne mangez pas en regardant cette vidéo, s'il vous plaît. Ne faites pas ça. Don't do that. Le truc, c'est qu'après le meurtre de Cathy Ann Magaziner, Joe sera arrêté pour le meurtre de Randy et de Randall, tout simplement parce que la hache qu'il a utilisée avait été utilisée au cours d'une autre scène de crime, c'est-à-dire qu'un autre SDF a volé cette hache-là. Je ne sais pas comment il s'est débarrassé de la hache, mais en tout cas, un autre SDF a volé cette hache-là et a commis un autre crime avec. Donc, pendant qu'il faisait les prélèvements, les analyses, du coup, ils ont retrouvé l'ADN de Randy et de Randall sur la hache. Et ils ont aussi retrouvé l'ADN de Joe. Donc Joe a été arrêté parce que faut nous expliquer en fait. Mais le problème c'est que au lieu de se baser sur cette preuve là pour essayer d'établir un dossier, pour essayer de faire quelque chose, non,
un grand jury a tout simplement décidé qu'il n'y avait pas assez de preuves pour l'inculper. Donc, il a été libéré. Après avoir été en détention provisoire pendant environ une année, il a été libéré en 1996. Et il ne sera plus jamais inquiété pour les meurtres de Randy et de Randall. Alors, après sa sortie de prison, Joe va continuer ses recherches. Il veut à tout prix retrouver son fils. Donc, il va tomber encore une fois sur une prostituée. Cette fois-ci, il est tombé sur Kimberly Lynn Spicer. Et il va lui poser la même question. Est-ce que tu as vu passer ma copine? Ou est-ce que tu as croisé mon fils? Machin truc. Et n'étant toujours pas satisfait par le non, encore une fois, il a assassiné froidement la jeune femme. Et elle a subi exactement le même sort que Cathy Ann Magaziner. Mais cette fois-ci, il n'a pas enterré le cadavre. Il a gardé le cadavre dans un endroit, mais toujours sur un terrain vague qui appartient à la société pour laquelle il travaille. Et ce crime, il l'a commis vers mi-novembre 1996, c'est-à-dire limite quelques jours après être sorti de prison. C'est une dinguerie. Ce monsieur... Ah, c'est une dinguerie. Alors après ça, le 8 décembre 1996, Joe est tombé sur une jeune femme du nom de Rita Kemper, avec qui il discutait, il s'entendait bien, qu'il a invité chez lui. Cette fois-ci, ça n'avait rien à voir avec une prostituée ou quelqu'un à qui il voulait poser des questions sur sa copine, etc. Il voulait juste chill avec elle, jusqu'au moment où ils se sont drogués ensemble et que là, il s'est mis à essayer de la violer. Donc, elle a pas voulu. Et là, c'est parti en cacahuète. Il s'est mis à la courser. Elle voulait à tout prix s'échapper. Et il voulait vraiment partir sur il voulait la tuer en quelque sorte. Et donc, il lui courait après et il lui disait « Oui, je vais te tuer et t'enterrer dans les bois comme les autres. » Et elle a réussi à s'échapper. Donc, étant donné qu'elle a réussi à s'échapper, il savait qu'elle irait forcément à la police et que les miettes de pain qu'il a semées, hein, ça c'est même plus des miettes de pain, c'est des morceaux de pain qu'il a semés, allaient forcément mener la police à lui. Là, il a contacté un ami pour lui demander de l'aider à se débarrasser des restes du cadavre de Kimberly. Sauf que cet ami-là, au lieu de l'aider, il a fait une bonne action. Il l'a tout simplement dénoncé à la police. Et Joe a été arrêté le même jour, c'est-à-dire le 15 décembre 1996. Il a été arrêté et tout de suite inculpé. Donc, après son arrestation, Joe a tout simplement été inculpé d'un chef d'accusation de kidnapping sur la personne de Rita Kemper et d'un chef d'accusation de tentative d'homicide, puis il a été inculpé de 2 chefs d'accusation de meurtre capital sur les personnes de Cathy Ann et de Kimberly. Les autres meurtres que j'ai cités pendant ce podcast, vous vous rappelez, le grand jury a dit qu'il n'y avait pas assez de preuves, donc il ne sera jamais inquiété comme je l'ai dit précédemment. Mais le truc c'est que au lieu de se limiter à ces 5 meurtres qu'on sait qu'il a commis, Joe va en avouer jusqu'à un total de 13 meurtres. Le reste ne sera pas prouvé, donc on ne sait pas s'ils ont vraiment été commis ou pas à ce jour. Mais en tout cas, les crimes qu'il a commis et dont on a les preuves qu'on sait qu'il a commis, il s'agit des 5 meurtres que j'ai cités pendant ce podcast, ainsi que la tentative de kidnapping sur Rita Kemper. Ainsi, en 1997, il a été reconnu coupable des chefs d'accusation de tentative de kidnapping sur la personne de Rita Kemper, mais il a été acquitté du chef d'accusation de tentative d'homicide, et pour cette condamnation-là, il a reçu 50 ans de prison ferme. Après ça, en 1998, il a tout simplement été déclaré coupable du meurtre capital sur la personne de Kimberly et il a été condamné à la peine de mort. Et pendant ce procès-là, il va raconter que il commettait des crimes, il tuait des gens parce qu'il aimait ça, il savourait l'insanté et que c'était son délire, c'était son kiff. T'aurais dû te taire en fait. On ne voulait pas savoir, t'aurais dû te taire. Et plus tard dans l'année, il va tout simplement plaider coupable pour le chef d'accusation de meurtre capital sur la personne de Cathy Ann. Et pour ce crime, il a reçu la prison à perpétuité. Et au moment où on se dit c'est la fin, bah non, c'est pas la fin parce que dans les années 2000, sa peine de prison pour le décès de Kimberly a tout simplement été modifiée et est passée de la peine de mort à la prison à perpétuité, tout simplement. Et pour ceux qui se posaient la question, qui se poseraient la question tout simplement, oui, pendant qu'il était en prison, il a retrouvé son fils. En fait, son ex s'était tout simplement mis avec un Mac qui lui
fournissait de la drogue et l'obligeait à se prostituer. Et dans ces conditions-là, les services sociaux lui ont retiré en fait tout simplement son fils et l'enfant est rentré dans le système. D'où le fait qu'il avait tout simplement perdu la trace de son fils. Et pour en revenir à Joe, il est décédé, il a été retrouvé mort dans sa cellule le 5 août 2017. Donc voilà les amis, l'histoire d'aujourd'hui, j'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve une prochaine fois pour une nouvelle histoire. En attendant, je vous souhaite une bonne journée, portez-vous bien et faites de bons choix. Bye guys. Mouah.